Désolée pour ce format en distanciel pour cette table ronde Europe et migration hein, qui est due, vous le savez, aux événements et à la grève qui a empêché l'université d'ouvrir ce matin. Néanmoins, tout le monde a pu rejoindre le lien de connexion et donc je vous remercie d'être toutes et tous ici avec nous. J'ai le grand plaisir d'accueillir, j'aurais eu encore plus plaisir à les rencontrer, mais d'accueillir aujourd'hui, donc on a trois intervenants et intervenantes. Je vais rapidement les présenter. Donc Chiara Neri, collègue de l'Université Lyon 3, hein, maître de conférence habilitée à diriger des recherches spécialisées en droit international public et qui dirige le programme de recherche MERCRO sur l'efficacité de la lutte contre la criminalité en mer. Chiara, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons ensuite Christophe qui nous vient de l'association SOS Méditerranée, qui est une association civile de sauvetage en mer, qui a été créée au printemps 2015 hein, grâce à la mobilisation de citoyens, citoyennes qui étaient résolus à agir face à cette catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale hein, qui ont commencé à ce moment-là. Et puis SOS Méditerranée, mais Christophe va nous en parler, hein, a vocation à apporter assistance dans le respect du droit maritime international, dans le respect des principes de dignité, de non-discrimination, toute personne en détresse en mer. C'est donc une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession et qui respecte bien entendu les droits fondamentaux. Et puis nous avons Lucie Nicolas. Bonjour Lucie. Certains et certaines vont avoir la chance d'aller voir son spectacle, puisque Lucie, après des études d'économie, de sciences politiques et d'art du spectacle, un parcours assez diversifié, vous avez choisi le théâtre avec des places respectives, hein, metteuse en scène, dramaturge, comédienne, collaboratrice artistique aussi. Et puis, votre spécialité, c'est d'écrire pour la scène à partir de matériaux du réel. Et c'est ça que vous allez nous présenter aujourd'hui avec, on va tourner autour de ces questions hein, de la migration et notamment de la migration en mer, avec votre spectacle Le Dernier Voyage Aquarius. Et peut-être que avant d'introduire vraiment très rapidement la table ronde, je vais demander à Alice de mettre en ligne, en tout cas de diffuser le teaser hein, du spectacle. C'est tout bon? Ok. Oui, c'est bon. Nous sommes le 8 juin 2018, c'est la 40e rotation de l'Aquarius depuis Catane, Sicile. Et ce soir, on prend nos quartiers sur le bateau, on quitte le port. Il y a 3 moteurs sur l'Aquarius, là on navigue avec 2. On fait du 19 nœuds environ, en direction du sud, vers la zone SAR libyenne. Search and Rescue Zone. À tous pour Nico. 2 embarcations gonflables en détresse, 120 personnes à bord chacune. L'Aquarius est en charge. Je répète, l'Aquarius est en charge. Tous à vos postes, s'il vous plaît. Nous avons appelé à l'aide, pas de réponse. Le peu de fuel que nous avions était fini. Et avec l'aide des vagues, on a pu continuer un peu. À ce moment-là, notre bateau prenait déjà l'eau, donc on avait encore plus peur. Heureusement pour nous, on a vu un hélicoptère arriver, qui a détecté où on était. On a vu un petit avion faire le tour. Je crois bien que ce sont eux qui nous ont repérés, qui ont dû appeler l'Aquarius et donner notre position. Moi, je défends les personnes. C'est leur droit de savoir ce qui va advenir pour elles. On n'est pas à un spot où ils décident « Ah ben cela oui, oh, je veux bien cela ». C'est hyper dangereux dans l'institution. MRCC pour l'Aquarius. L'Aquarius presse urgemment le MRCC de désigner un port sûr pour les survivants. Dans 2 heures, le navire sera à mi-chemin de Malte et de la Sicile et il serait malvenu qu'il stoppe dans l'attente d'instructions, ce qui retarderait le débarquement des rescapés eu égard au nombre de personnes à bord et au stock de nourriture bientôt insuffisant. Le MRCC nous ordonne de stopper les machines.
Bon, donc merci pour ces images fortes et heureusement qu'on a eu le son en effet, hein, ça aurait été dommage de se priver de ça et en tout cas le teaser, je pense que donne envie à nos étudiantes et étudiants de venir, ceux qui ne sont pas encore inscrits, hein, sachez que c'est possible encore d'aller le voir. Il passe la semaine prochaine au Théâtre du Point du Jour. Alors, juste pour dire vraiment quelques mots d'introduction, la table ronde est intitulée Europe et migration, mais on va parler, hein, vous l'aurez compris, puisque Lucie Nicolas a choisi de camper dans sa pièce cette question du sauvetage des personnes rescapées en mer avec le dernier voyage de l'Aquarius. C'est la question qui va nous occuper, l'immigration par la voie maritime. Et on sait que du fait de la rareté des voies légales d'immigration en Europe, hein, qui est issue de la conception de l'Europe forteresse, hein, Philippe Lamberts nous disait pas plus tard qu'avant-hier qu'il avait peu d'espoir que les chefs d'État et de gouvernement changent de conception et qu'il y avait plutôt une unanimité pour malheureusement rester sur une conception de raréfaction des voies légales de l'immigration, ce qui contraint les personnes à emprunter des routes illégales de l'immigration et notamment par la mer. Je ne sais pas si les étudiants, en tout cas, bien sûr, la plupart ont eu des cours là-dessus, mais les chiffres de l'agence Frontex sont tombés pour 2022. Hein. Il y a une hausse de 64% des entrées illégales sur le territoire de l'Union. Plus de 330 000 franchissements irréguliers ont été détectés à la frontière de l'Union européenne en 2022, chiffre record hein, depuis 2016. Et bien entendu, la plupart de ces personnes empruntent les voies de la Méditerranée au péril de leur vie. La route de la Méditerranée centrale hein, par la Libye et la Tunisie étant la plus utilisée. Et on a aussi la voie de la Méditerranée orientale qui arrive donc par la Turquie et vers la Grèce. La troisième voie de l'immigration par le biais de l'Afrique du Nord étant plutôt, elle, en diminution. Donc, je vais sans plus tarder passer... Pardon? Est-ce que je peux juste... Oh, Ouais, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, mais je veux bien préciser quelque chose juste à bien l'instant. sûr. Juste, en fait, je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas de possibilité légale, je pense que cette voie par la Libye est aussi c'est vraiment aussi la conséquence du climat géopolitique de la Libye et du fait que les gens, une fois qu'ils sont arrivés en Libye et qu'ils sont pris dans un cercle d'esclavagisme, en fait, et dans un contexte extrêmement violent et enfin, voilà, qui ne respecte absolument pas les droits humains, ils ne peuvent pas retourner par le Niger en arrière. Et donc, en fait, la seule voie, c'est la mer. Je voulais juste préciser ça. Très bien, en effet. Je pense que les uns et les autres, vous serez amenés à préciser justement dans quel cadre en tout cas, que se produisent ces phénomènes. Je pense que je vais, eu égard au temps limité dont nous disposons, je vais tout de suite passer la parole à Chiara qui va introduire donc le sujet du point de vue du droit international notamment. Chiara, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous pour votre présence. Et puis, bon, je suis un peu déçue de pas pouvoir vous rencontrer personnellement, surtout les deux autres intervenants d'aujourd'hui, parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Mais j'espère que ce n'est que partie remise. Alors, comme l'a dit Gaëlle Marty tout à l'heure, mon cœur de compétence, moi, c'est la police en mer. Donc, en réalité, je ne devrais pas parler de sauvetage, puisque en théorie, le sauvetage, c'est pas une opération de police. Je vais simplement vous exposer dans quelques grandes lignes ce que dit le droit de la mer de ces opérations de sauvetage. Quelles sont les problématiques les plus prégnantes qui se posent. Et ensuite, bien sûr, si vous avez des questions, on peut approfondir un point ou un autre. Et donc, je vais vous expliquer comment on a eu ce glissement d'un régime de sauvetage à des opérations de police. Alors, je vais essayer de partager. Ça marchait tout à l'heure, donc je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde voit? Oui. C'est bon? Super. Alors, j'avais surtout deux questions en tête.
que j'aimerais vous présenter. Tout d'abord, revenir sur le cadre juridique de l'obligation d'assistance, ce que dit le droit de la mer sur ces questions. Je précise que je ne traite pas le sujet du point de vue du droit international des droits de l'homme ou du droit des réfugiés, mais si vous avez des questions sur ces points-là, on pourra en parler ensuite pendant le débat. Et également, deuxième point de droit qui peut être intéressant à soulever, puisqu'on parle de l'Aquarius, c'est la question du retrait du pavillon. Donc, si vous avez tous en tête ce qui s'est passé avec l'Aquarius, on a entendu dans le teaser tout à l'heure que le MRCC de Rome, c'est-à-dire le centre de sauvetage de Rome, a demandé à l'Aquarius de couper ses moteurs en pleine mer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à leur donner un port sûr pour débarquer les personnes secourues. Et donc, il y a eu, si vous vous souvenez, hein, ça avait fait les gros titres, des tergiversations pendant plusieurs jours pour savoir où ces personnes vont être débarquées. Elles avaient finalement été débarquées à Valence, donc extrêmement loin, hein, puisque l'Aquarius était tout proche des côtes maltaises et siciliennes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le pavillon de l'Aquarius lui a été retiré, ce qui a donc empêché le navire de reprendre la mer. Voilà, donc je vais vous parler de ces deux points juridiques. Et puis, voilà, je vous prie de m'excuser pour le caractère un peu global, général de ce que je vais vous dire. Et bien sûr, on peut rentrer dans le détail en fonction de vos questions et de vos points d'intérêt. Alors, l'obligation d'assistance, c'est une obligation qui est issue du droit de la mer, c'est une obligation coutumière, une obligation ancestrale. Elle a été codifiée ensuite dans plusieurs conventions internationales, donc on a toute une série de traités qui prévoient cette obligation d'assistance en mer à toute personne en détresse. Donc, je vous ai mis quelques conventions. La convention principale, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été adoptée en 1982 et qui comporte cet article 98, donc qui exige du capitaine de tout navire de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Et qui prévoit, donc ça c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est le paragraphe 2. Il prévoit également que les États côtiers doivent créer des systèmes de sauvetage, search and rescue, pour porter assistance aux personnes qui sont au large de leur côte. Cette obligation a ensuite été précisée dans d'autres instruments de droit de la mer qui ont été élaborés dans le cadre de l'Organisation maritime internationale, notamment la Convention SOLAS, qui protège la vie humaine en mer en toutes circonstances, et la Convention SAR, qui porte sur le sauvetage maritime en particulier. Et cette Convention SAR a été complétée par des amendements en 2004 qui ont fait couler beaucoup d'encre. Je précise tout de suite que ces amendements de 2004, ils ont été adoptés à la suite d'un incident qui s'était produit, alors pas du tout en Méditerranée centrale, mais au large de l'Australie, des îles australiennes dans l'océan, oui, au large sur la côte, je vais y arriver, ouest de l'Australie. C'est l'incident du Tampa. Et donc, pendant des semaines, un pétrolier qui avait secouru des personnes qui étaient sur une embarcation de fortune et qui tentait d'atteindre les îles australiennes qui sont au large de la côte ouest de l'Australie, avait donc patienté pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que les pays de la région se mettent d'accord sur un port de débarquement. Ça avait causé donc des conditions humanitaires extrêmement difficiles. Et donc, en 2004, l'OMI va adopter ces amendements pour préciser que l'État qui gère la zone SAR, c'est-à-dire la zone de recherche et de sauvetage, est en charge de trouver un port sûr. Et donc, Malte, pour ce qui nous intéresse, n'a pas ratifié ces amendements. Comme c'est la semaine de l'Europe, je vous ai également mis le règlement de l'Union européenne de 2014 qui précise ce qu'est une situation de recherche et de sauvetage et quelles sont les obligations des États en la matière, qui sont exactement les mêmes que ce que prévoit le droit de la mer. Le droit de l'Union européenne intègre les obligations issues du droit de la mer. Je précise également que l'Union européenne est partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Alors, il y a une obligation d'assistance. En quoi ça consiste ? Ça consiste à prêter assistance de manière immédiate à toute personne qui est en détresse
La Convention sur le droit de la mer ne donne pas de définition de ce qu'elle entend par détresse ou une personne en péril, ce sont les 2 termes utilisés par la Convention. La Convention SAR, elle, va donner une définition un peu plus précise. Donc c'est toute personne qui est placée dans une situation dans laquelle il y a lieu de penser qu'un navire est menacé d'un danger grave et imminent et qu'il a besoin d'un secours immédiat. En gros, c'est donc lorsque la vie ou la santé d'une personne est directement menacée. Dans ce cas-là, on a donc 3 types d'obligations: les obligations de l'État du pavillon, les obligations de l'État côtier et les obligations de l'État qui gère la zone SAR. Alors, les obligations de l'État côtier, de l'État du pavillon, pardon, c'est d'imposer dans son droit interne au capitaine des navires qui battent son pavillon de prêter assistance à toute personne en détresse ou en péril en mer. Je vous ai mis quelques exemples, là c'est la législation française, hein, mais on retrouve donc dans la législation interne des États cette règle, qui sont souvent des règles pénales, hein, qui imposent aux capitaines de navires de prêter assistance aux personnes en détresse en mer. Alors, par exemple, dans le code des transports, dans le code pénal ou dans le code de justice militaire français, eh bien, on retrouve des sanctions pénales, hein, en cas de non-assistance. Les obligations de l'État côtier, c'est le paragraphe 2 de l'article 98, c'est de créer un service de recherche et de sauvetage pour être en mesure de porter secours aux personnes en détresse en mer à proximité de leur côte. Donc, par exemple, pour la France, ce sont les CROSS. On entend souvent parler de MRCC, c'est le vocabulaire de la Convention SAR. En France, on dit CROSS, hein, mais c'est le centre de recherche et de sauvetage. Pour la Méditerranée, c'est donc le CROSSMED pour la France. C'est lui qui coordonne les opérations de sauvetage. Je voulais vous donner juste un petit exemple. Bon, c'est un vieil exemple, hein, mais il y en a beaucoup. Par exemple, si on a un plaisancier, un voilier, là, qui avait eu une avarie de moteur à 120 km de Sète, donc au large de la Méditerranée, il y avait 2 personnes à bord. Pour les secourir, le CROSSMED va mobiliser un avion des douanes, un canot de la SNSM, donc la Société nationale de secours en mer, qui est une ONG, et un patrouilleur de la Marine nationale. Donc ça fait quand même 3 bâtiments pour aller secourir des plaisanciers. Donc on a un système qui fonctionne. Ce système, il donne également des obligations à l'État qui est responsable de la zone SAR. La zone SAR, c'est une zone de recherche et de sauvetage qui est proclamée par les États qui ont ratifié la Convention SAR. Donc tous les États n'ont pas de zone SAR. Et dans ce cas-là, les États qui gèrent, s'ils ont adhéré à la Convention, qu'ils ont créé une zone SAR, eh bien, ils ont des obligations. Ils ont l'obligation de coordonner les secours et de trouver, dans un délai raisonnable, un lieu de débarquement. Donc, je vous ai mis une petite carte des zones SAR de la Méditerranée centrale avec donc les 2 gros problèmes majeurs. Le premier, c'est le chevauchement que vous voyez entre la zone SAR italienne et la zone SAR maltaise, avec les petites rayures, et puis l'existence de cette zone SAR libyenne qui pose énormément de problèmes, notamment lorsque ce sont les gardes-côtes libyens qui mènent les opérations de secours. Alors, quel est le problème? Le mécanisme mis en place par le droit de la mer, ça fonctionne très bien lorsqu'il s'agit d'accidents de navigation, des aléas de la mer. La mer est une zone dangereuse et donc en cas d'accident, d'avarie, le système fonctionne très bien. Le problème se pose en matière de migration pour plusieurs raisons. D'abord parce que les opérations de sauvetage en mer, hein, peut-être que SOS Méditerranée pourra nous en dire un peu plus, mais les opérations de sauvetage de grande envergure en mer, comme c'est le cas en matière de migration, vous avez énormément de personnes, parfois des centaines de personnes sur des canaux. Ces opérations, elles sont très délicates, elles sont très dangereuses pour la vie des personnes que l'on tente de secourir et également pour le navire et l'équipage du navire qui procède à cette opération de sauvetage. Donc, ce sont des opérations qui sont beaucoup plus dangereuses et donc il a fallu adapter les règles de sécurité du droit de la mer qui n'étaient pas armées pour ça. Et puis, évidemment, le problème, c'est le problème du débarquement. Les États refusent désormais
d'accueillir, refusent souvent d'accueillir dans leur port les personnes qui ont été secourues. Pourquoi est-ce qu'ils prennent cette décision? Eh bien parce que rien dans le droit de la mer n'oblige ni l'État côtier, ni l'État du pavillon du navire qui procède à l'opération de secours, ni l'État en charge de la zone SAR à accueillir les personnes secourues dans leur port. L'obligation qui existe dans le cadre de la zone de la convention SAR et des amendements de 2004, c'est de prévoir, de trouver un lieu de débarquement. Mais le lieu de débarquement n'a pas à être obligatoirement dans les ports de l'État qui gère la zone SAR. Ça a donné lieu à une dérive qui est à mon sens assez dramatique de ce régime, hein, qui est un régime de protection de la vie humaine en mer, à un régime de police. Donc désormais, la plupart des opérations qui sont menées par les États sont des opérations de surveillance des frontières et non plus des opérations de secours. À l'exception, à noter quand même, de l'ancienne opération Mare Nostrum qui avait été lancée par l'Italie en 2013, qui n'a pas duré longtemps, mais c'était une vraie opération de sauvetage qui avait été menée par les autorités italiennes. Et la base juridique des opérations qui sont déployées aujourd'hui par les États européens, hein, puisqu'on parle d'eux, c'est une base juridique de lutte contre la criminalité, lutte contre le trafic de migrants, et donc une base de surveillance des frontières contre des trafics. Ce qui a conduit à un détournement de l'esprit de l'obligation coutumière qui était purement humanitaire. C'est pas une particularité européenne, hein, on retrouve la même chose, question de sécurisation de l'obligation d'assistance également en Australie ou aux États-Unis. Cette sécurisation, elle est encore renforcée par le choix de certains procureurs européens de mener des poursuites pénales contre les équipages des navires des ONG et également de prendre des mesures d'immobilisation de leurs navires. Alors, je vous ai mis quelques exemples, hein, là, c'est pareil, si vous avez des questions, on pourra développer, de poursuites pénales contre les équipages de navires des ONG. En général, les motifs invoqués hein, par les juridictions pénales, enfin par les procureurs, c'est soit le trafic de migrants, soit la désobéissance aux ordres des autorités côtières, notamment lorsque l'ordre qui est donné, c'est de remettre les migrants aux autorités libyennes, ou alors lorsqu'un navire n'est pas enregistré pour procéder à des opérations de sauvetage. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché à l'Aquarius, nous en parlerons tout à l'heure. Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples de procédures pénales à l'encontre de ces personnes. Petit mot rapide là-dessus, et puis après on passe à la question du pavillon. Il y a eu une affaire de grande chambre qui a été jugée par la Cour de justice de l'Union européenne en 2022, le 1er août 2022, donc les affaires Sea-Watch, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces affaires, elles sont intéressantes parce que déjà, elles vont confirmer que, évidemment, l'obligation d'assistance s'impose, elles vont confirmer tout le cadre juridique du droit de la mer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne va un peu couper l'herbe sous le pied de certains États en disant que certains motifs ne sont pas utilisables pour mener des poursuites pénales contre soit des individus, soit pour immobiliser des navires. Donc je vous ai mis quelques arguments ici. Et cet arrêt va également demander aux États de ne pas bloquer les navires des ONG sans raison juridique, on va dire valable. Et la Cour va dire que exercer une activité d'opération de secours, ça n'est pas une raison valable pour immobiliser un navire dans un port. Voilà, donc elle va exiger qu'il y ait eu un dédommagement.
Voilà, alors sur la deuxième question, ça va aller beaucoup plus vite, hein, sur le retrait du pavillon. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de l'Aquarius, qui battait le pavillon de Gibraltar, au moment où, le dernier voyage a lieu, eh bien, c'est que, il y a eu des pressions tellement énormes sur, Gibraltar dans cette affaire, que Gibraltar va finir par, retirer son pavillon, à l'Aquarius et un navire ne peut pas prendre la mer sans pavillon. Donc le pavillon de Gibraltar, que l'Aquarius avait depuis 2009, lui a été retiré en août 2018. Le motif qui a été utilisé par Gibraltar, c'est que le navire n'effectuait pas l'activité pour laquelle il est enregistré. Et du coup, eh bien, les autorités de Gibraltar lui ont retiré son pavillon. Pourtant, hein, on note quand même que l'Aquarius était bien enregistré auprès de l'autorité, auprès de l'OMI, pardon, comme navire de sauvetage, aussi bien qu'auprès des autorités de Gibraltar. L'Aquarius a donc été en quête d'un nouveau pavillon et a obtenu le pavillon du Panama, mais pour une très courte durée, quelques semaines. Pavillon qui lui a été retiré au motif que l'Aquarius que l'équipage de l'Aquarius ne respecterait pas les procédures juridiques internationales concernant les migrants et les réfugiés, notamment parce que en raison de refus de remettre les personnes secourues en mer aux autorités libyennes. Bien, alors, que dit le droit de la mer là-dessus? Eh bien, là aussi, on est un peu dans une impasse, parce que le principe, c'est la liberté de l'État, de l'octroi de son pavillon et également du retrait de son pavillon. Donc le principe, c'est que l'État est libre d'octroyer son pavillon, c'est comme octroyer sa nationalité, donc il est libre de l'octroyer aux conditions qu'il souhaite et aux navires qu'il souhaite. Hein. La seule condition qui est posée par le droit de la mer, il est posé à l'article 91, paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est l'existence d'un lien substantiel entre l'État, qui va donner son pavillon, et le navire. Mais il n'existe pas de droit à disposer du pavillon lorsque les règles posées par l'État sont remplies. C'est vraiment une opération discrétionnaire de l'État du pavillon de donner ou non son pavillon au navire. Donc, par miroir, effet miroir, hein, s'il y a un pouvoir discrétionnaire de l'État de donner, d'octroyer son pavillon, mais il y a également un droit discrétionnaire de l'État de retirer ce pavillon. Le seul tempérament qui est donné par le droit de la mer, c'est que le retrait de pavillon ne prend effet qu'une fois que le navire est amarré dans un port. Donc, aucune règle de droit international n'oblige un État à accorder son pavillon à un navire, ni même ne lui interdit de retirer ce pavillon. Donc, on a là une arme assez puissante hein, de la part des États pour compliquer, voire rendre impossible le travail des ONG en Méditerranée. Voilà, donc voilà pour quelques informations générales sur ce que dit le droit international de la mer au regard de l'Aquarius. Je vais arrêter le partage. Voilà. Toc. Je crois que c'est bon. Oui, donc voilà un petit peu les grandes lignes hein, de ce que dit le droit de la mer, à la fois sur l'obligation d'assistance et sur le pavillon. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas, notamment sur l'articulation de ces règles de droit de la mer avec le droit de l'Union européenne ou avec le droit international des droits de l'homme ou le droit des réfugiés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Cara, tu étais vraiment la personne la plus à même de présenter, comme d'habitude, avec clarté et une grande efficacité hein, ce cadrage juridique. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Christophe de SOS Méditerranée qui va nous expliquer du coup concrètement comment se déroulent les opérations en mer et puis les questions viendront plutôt à la fin. Eh bien, merci. Alors, je vais essayer moi aussi de partager correctement. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? On voit. Ok, super. Oui, donc je vais essayer d'être bref, mais il faut que je donne un tout petit peu de contexte sur SOS Méditerranée.
N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou des remarques. Euh, Peut-être, oui, quelques images rapidement aussi, parce que ça résume bien l'activité de notre association. Et puis, on reprend tout de suite après. Life jackets, hunt this now. Hunt this now. Pass me life jackets. Guys, I'm going to chuck them life jackets. Second line. Hunt the line. Voilà, alors, excusez-moi, j'ai toujours un petit problème émotionnel à chaque fois que je vois les images, et pourtant j'y suis habitué. Euh, oui, donc, qui sommes-nous? Nous sommes une association civile européenne que vous avez pu voir sur les images de sauvetage en mer. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Voilà. Chiara, merci d'ailleurs pour cette présentation absolument brillante. Chiara a déjà donné un portrait assez intéressant de la situation et malheureusement très réaliste. L'Office international des migrations, qui est une agence de l'ONU, comptabilise les morts en Méditerranée. À ce jour, depuis 2014, on en est à plus de 26 000. Sachant qu'on parle bien entendu de ceux qui ont été recensés et non pas sans savoir tous ceux qui n'ont pas été recensés, bien entendu. Et la majorité est sur cet axe migratoire que Chiara vous a montré, qui est entre la Libye et l'Italie, donc de la Méditerranée centrale, avec plus de 20 000 morts. Historiquement, donc, beaucoup d'entre nous ont à l'esprit la catastrophe de Lampedusa en 2013, hein, avec 366 morts, un naufrage au large de la Sicile. Puis cette opération Mare Nostrum qui a été menée de façon brillante par l'Italie pendant un petit peu moins d'un an, et l'Italie qui a baissé les bras au bout d'un an parce qu'elle était seule à mener cette opération sur ses propres moyens et sans aucune solidarité de la part des autres États européens. Donc il y a eu un repli énorme et un vide qui s'est installé à ce moment-là au niveau du sauvetage en Méditerranée et notamment en Méditerranée centrale, qui n'a été relayé à cette époque-là que par les quelques ONG qui se sont levées pour apporter des solutions.
Dans l'histoire aussi, on a eu une période donc, de criminalisation des ONG. Chiara l'a évoqué aussi, avec des réductions de moyens de recherche, un certain nombre de procédures juridiques administratives pour compliquer les choses. La fermeture des ports italiens et maltais en 2018. Et puis, bah, le fameux épisode de l'Aquarius, donc, qui est évoqué dans la pièce de Lucie. Et puis depuis juin 2018, donc, on a eu la mise en place de cette zone SAR qui a été montrée sur la carte également, hein, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les gardes-côtes libyens, avec l'appui financier et logistique de l'Europe, qui ont en charge les sauvetages et interceptent les naufragés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe a donné les clés du gardiennage des eaux méditerranéennes à un État mafieux, pour être assez clair sur les choses. En 2022, 24 000 personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens. Peut-être que Lucie l'évoquera, mais on parle là d'un système qui remet en grande partie les gens en esclavage, dans des conditions de détention inhumaines, etc. Et donc, cette crise s'est un petit peu débloquée en 2019 avec une première autorisation à nouveau d'entrer dans un port italien. Mais ce qui fait que la Méditerranée centrale est considérée, sinon comme la plus dangereuse, en tout cas une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Que fait SOS Méditerranée là-dedans? Donc en 2015, c'est un groupe de citoyens et notamment un marin et une humanitaire qui ont créé SOS Méditerranée, qui est devenu un réseau européen. Aujourd'hui, on est présent à terre dans 4 pays, donc France, Allemagne, Italie, Suisse. Donc, petit historique en parallèle de ce que j'évoquais. Donc, 2015, création de l'association. 2016, départ en mer de l'Aquarius, qui était le premier navire que SOS Méditerranée a affrété. Puis toute cette période de crise que je viens d'évoquer, avec en 2019, fin 2018, la décision de SOS Méditerranée de mettre fin à l'affrètement de l'Aquarius, parce que les complications administratives et juridiques s'entassaient et ne servait à rien si ce n'est qu'à gaspiller l'argent d'un bateau qui était immobilisé. En 2019, à l'été 2019, on a pu retourner en mer avec un nouveau navire qui s'appelle l'Ocean Viking, qui est actif depuis lors et qui a repris la mission de l'Ocean Viking, hein, avec à son actif donc près de 8000 vies sauvées depuis juillet 2019. Alors les droits, les valeurs d'humanité, je ne vais pas revenir dessus parce que là encore, ça a été expliqué de façon brillante. Les piliers, mais ça fonde les piliers de notre action, hein, c'est-à-dire que nous, on se base sur ce droit humanitaire et ce droit maritime international qui fait que tout navire a l'obligation de porter assistance à une personne en détresse en mer, et tout rescapé, ça c'est l'autre point très important, tout rescapé doit être débarqué dans un lieu sûr. Un lieu sûr, c'est un endroit où ses droits fondamentaux seront respectés, où sa vie n'est pas menacée. Actuellement en mer, on n'est pas seul, mais comme je disais, ce ne sont que le fait d'ONG, donc de citoyens essentiellement européens. Hein. Dernière nouvelle, je suis désolé, je n'ai pas mis la bonne date d'actualisation, ça c'est à fin février. Opérationnel en mer, on avait l'Ocean Viking, donc, qui est actuellement en route vers la zone SAR, qui est dans la zone SAR libyenne d'ailleurs, j'ai regardé ce matin, et le Géo Barents, qui est affrété par Médecins sans frontières. Vous pouvez le voir, là encore, résultat de toute cette politique d'immobilisation par les États européens, qui a un certain nombre de bateaux qui sont à la mare,
soit parce que, bon, pour certains, et là ce n'est pas un problème, qui sont sur des opérations de maintenance ou qui sont entre deux rotations, mais aussi un certain nombre qui sont détenus pour un certain nombre de tracasseries administratives. Et puis, il y a aussi dans les airs des associations qui travaillent à faire du repérage et de la signalisation, ce qui est essentiel dans le sauvetage. Pardon, ah oui, d'accord, en fait, j'ai inversé deux slides. Alors, nos objectifs, la mission que SOS Méditerranée s'est donnée depuis sa création, elle s'articule autour de 3 mots. Un qui est sauver les vies humaines en mer. Protéger, c'est une fois que les gens sont sauvés, bah, c'est assurer leur protection, les accompagner à bord. Et puis la troisième qui, elle, est à terre, et ce que je suis en train de faire en ce moment, qui est de témoigner sur les réalités, sur ce qui se passe et qui est très largement méconnu du grand public. Donc en mer, ça veut dire qu'on a ce dispositif de sauvetage qui se base sur une équipe, donc sur un navire qui est équipé à cet effet, et à son bord, une équipe de professionnels, hein, il n'y a pas de bénévoles, des professionnels qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des rotations qui sont en général de 6 semaines entre deux retours au port. Ces équipes, elles sont constituées donc de personnel de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il y a généralement 10 marins sauveteurs, 4 personnels médicaux, un médecin, un infirmier, une sage-femme et en général une personne qui est dédiée aux soins psychologiques. Personnel de la care team, c'est-à-dire tous les gens qui s'occupent de distribuer à manger, à boire, etc. Et puis un chargé de communication et un photographe, parce que la mission de témoignage, elle a besoin d'appui, de support visuel pour pouvoir relayer ces messages. Il y a l'équipage du navire, bien entendu, parce qu'il faut que le navire avance et qu'il tourne. Et puis, on prend aussi soin d'inviter autant que possible sur chaque rotation 1 à 2 journalistes. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des reportages ou de lire des reportages qui sont effectués par ces journalistes qui sont invités à venir partager la vie du bateau pendant une rotation. Les rescapés, à l'actif de SOS Méditerranée, c'est plus de 37 000 personnes qui ont été secourues à ce jour lors de 350 opérations de sauvetage ou de transbordement. Du point de vue du profil, ce sont des gens qui sont originaires en grande majorité de l'Afrique subsaharienne, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient. Majorité d'hommes, mais de plus en plus de femmes. Et tendance inquiétante, de plus en plus de femmes enceintes, et aussi une forte proportion de mineurs qui, elle aussi, a tendance à augmenter, comme vous pouvez le voir, 24% actuellement. Ce sont des gens qui sont victimes de violences en Libye, ça a déjà été évoqué, et je pense que Lucie l'évoquera aussi, et qui provoquent donc cette fuite par la mer qui est la voie d'issue. Je vous propose là encore d'avoir recours rapidement à une vidéo pour expliquer comment le sauvetage en lui-même se déroule, donc ce qu'on appelle les 6 temps du sauvetage.
I think. No, you put your hand here. Voilà, donc là, vous avez pu voir de façon très condensée, très résumée, quelles sont ces 6 étapes du sauvetage. J'aimerais bien. Voilà. Juste petite remarque au passage, hein. Le sauvetage, c'est un travail, comme je vous disais, de professionnel, mais c'est aussi quelque chose qui a pris une nouvelle dimension avec ces sauvetages de masse, hein, qu'il ne s'agit pas, comme on a pu le voir dans un exemple tout à l'heure, de venir au secours de 2 personnes sur un voilier. Là, vous avez vu sur les images des embarcations surchargées qui sont à la limite du naufrage, hein, et sur lesquelles il y a besoin d'une expertise professionnelle qui s'est développée au fur et à mesure et qui a d'ailleurs été reconnue l'année dernière par l'International Maritime Rescue Federation qui a décerné son prix 2022 à SOS Méditerranée. Donc voilà, très rapidement, à terre, notre travail à nous, essentiellement bénévole, consiste à témoigner, à sensibiliser, informer. On intervient en milieu scolaire, on intervient aussi auprès du grand public dans le cadre d'événements. Et puis, comme je vous disais, les journalistes sont là aussi pour relayer l'information qu'ils peuvent vivre quand ils sont invités à bord. On est présent dans toute la France. On a une équipe de salariés, mais aussi on est plus de 650 bénévoles. D'ailleurs, si vous êtes voilà, pour les moyens de nous soutenir, de soutenir notre action, faut savoir qu'on est financé à 90% par des dons privés. On n'a aucune subvention d'État, d'aucun des États des pays dans lesquels on est présent. Il y a quelques collectivités territoriales qui nous soutiennent, dont la ville de Lyon d'ailleurs et la ville de Villeurbanne. Mais tout le reste, c'est vous et moi, hein, c'est les particuliers qui contribuent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'explosion des coûts du carburant, faire tourner le bateau avec son personnel, quand il est en rotation, c'est 22 000 € par jour. Hein, donc c'est une charge énorme sur laquelle pratiquement tous les jours, on se pose la question, est-ce qu'on va être capable de continuer? Donc, bien entendu, je vous passe le message, je profite pour passer ce message. L'autre manière de nous soutenir aussi, c'est de venir à nos côtés, hein, de partager un petit peu de votre temps à la mesure de vos possibilités, de différentes manières, pour pouvoir faire ce travail de témoignage et aussi de recueil de dons. Voilà, je vous remercie. Et Gaëlle, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Christophe, hein, pour ce témoignage passionnant et ces images très fortes. Sans plus attendre que le temps tourne, je passe la parole à Lucie Nicolas, donc, qui va nous expliquer avec justement sous ces matériaux du réel comment elle a conçu son spectacle. Lucie, c'est à vous. Oui, bonjour. Je me sens un petit peu impressionnée par toute votre organisation de slides et tout ça. Donc, je vais faire au mieux. C'est pas pareil que d'être en présentiel. Donc, voilà. Effectivement, donc moi, je me suis intéressée à cette histoire en juin 2018, quand pour la première fois, en fait, l'Aquarius, qui, comme Christophe l'a expliqué, en fait, l'Italie, depuis un moment, les gardes-côtes italiens, en fait, faisaient ce travail de repérage et de sauvetage en mer. Il se trouve que à ce moment-là, Matteo Salvini vient d'être ministre de l'Intérieur. L'extrême droite
l'Alliance 5 étoiles et la Ligue viennent d'arriver au gouvernement en Italie. Et en fait, c'est ça qui change tout, c'est-à-dire que Matteo Salvini veut frapper un coup sur la table plutôt vis-à-vis en fait des autres États européens et vis-à-vis de son électorat, et décrète soudainement que les ports sont fermés. Ça arrive en fait au moment où, en juin 2018, le navire Aquarius est en train d'opérer un sauvetage. Euh, il est parti de Catane en Sicile. Alors je vais peut-être tenter un truc comme vous là. Alors comment qu'on fait? Tac. Vous voyez là? Vous voyez? Oui. Moi je vous entends plus, c'est normal, vous m'entendez? Bon. Donc en fait, le navire est parti de Sicile vers les côtes libyennes. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, contrairement aux cartes SAR, des zones SAR que vous avez vues tout à l'heure, en fait, la zone SAR est contrôlée par le MRCC italien et non pas encore par les Libyens. Donc en fait, l'Aquarius a l'habitude d'être tout le sauvetage, en fait, dès qu'il y a une situation de détresse, jusqu'au moment où les personnes sont débarquées dans un port sûr, doit être coordonné par le MRCC. Donc l'Aquarius est en communication constante avec les personnes en Italie qui attribuent un numéro de cas au cas de détresse. Donc là, il y a 6 bateaux gonflables qui sont partis en même temps des côtes libyennes, pas forcément du même endroit, parce que la météo est clémente. Et en fait, il y a énormément de cas de détresse qui sont signalés en même temps. Donc, il y a non seulement l'Aquarius, mais aussi des bateaux des navires de guerre italiens, un cargo, qui partent tous vers ces cas de détresse et qui opèrent des sauvetages. L'Aquarius va opérer un sauvetage qu'on dit sauvetage critique, parce que ça se passe le soir, à la nuit tombée, enfin la nuit tombe, il opère le sauvetage sur 2 bateaux gonflables, et dont un qui est déjà très en danger, qui prend déjà l'eau. Et en fait, il faut savoir que souvent, les personnes, on a vu un peu les images, mais sont extrêmement serrées et sont là-dessus, imbriquées les unes dans les autres depuis 24 heures, 48 heures, sans boire, sans manger, souvent vomissent parce elles ont le mal de mer, sans aller évidemment aux toilettes. Il n'y a pas de passeurs sur le bateau, ce sont uniquement les gens qui sont seuls. Et quand arrivent les sauveteurs, très souvent, les gens ont tenu, mais il y a un mouvement de panique et c'est là que le sauvetage peut s'avérer extrêmement compliqué. Et donc, effectivement, la deuxième embarcation craque et tout le monde se retrouve à l'eau, avec des gilets de sauvetage qui ne sont pas des vrais gilets, qui sont vendus par les passeurs, qui sont des espèces de trucs de polystyrène, comme des éponges en fait, qui se gonflent le dos et qui les entraînent vers le fond, sachant qu'ils ne savent pas vraiment nager. Donc en fait, le sauvetage est extrêmement périlleux et stressant, avec des personnes qui sont rattrapées déjà dessous l'eau, qu'il faut réanimer, etc. Ils pensent qu'ils ont récupéré tout le monde. Finalement, au bout de 2 jours, ils se rendront compte qu'il y a 2 personnes qui ont disparu. Et une fois que ces personnes, ces 250 personnes qu'ils ont sauvées des eaux sont à bord, les navires italiens leur amènent, font un transbordement de 400, enfin d'un certain nombre de personnes en plus, ce qui fait qu'ils se retrouvent finalement à 630 rescapés à bord de l'Aquarius, qui jusque-là, ça paraît énorme, mais c'était encore... je suis désolée, je suis dans un hôtel et donc vous entendez les bruits derrière moi, j'espère que c'est pas trop gênant. Ils se retrouvent avec énormément de personnes sur le pont, très serrées, etc. Mais ça continue d'être des conditions qu'ils connaissent déjà, puisqu'ils ont l'habitude, étant donné qu'ils sont un grand navire, par rapport à d'autres dont on a cité les noms tout à l'heure, qu'il y a une coopération entre eux, et souvent, ils emmènent les gens vers le port sûr, puis ils reviennent. Or, alors, au moment où ils remontent vers le nord, en fait, le MRCC se met à ne plus répondre.
Puis ils disent où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on doit aller à Malte? Est-ce qu'on doit aller en Italie? Donnez-nous le port. Et puis finalement, le MRCC soudainement leur dit stoppez les machines et arrête complètement la communication, ce qui est complètement inédit et inouï, et ce que l'équipage a du mal en fait à comprendre. À ce moment-là, en fait, l'Aquarius va se retrouver au centre d'une espèce de tourbillon médiatique. Vraiment, tous les médias du monde entier font leur une sur cette histoire, alors que le bateau est en Méditerranée sans savoir où aller. Malte et la Sicile se renvoient la balle, la France aussi, alors que finalement les côtes corses n'étaient pas si loin. Et c'est finalement l'Espagne, c'est Pedro Sanchez qui vient lui aussi d'être élu, donc qui prend le rôle du sauveur et qui va faire une annonce en disant bah, nous on veut bien accueillir l'Aquarius. Or ce n'est pas à lui en fait, en tout cas, l'Aquarius ne peut pas dire ok on vient. C'est toujours le MRCC italien qui est en charge et qui doit leur donner l'instruction. Donc il y a vraiment tout un... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai bras de fer, aussi par le biais de l'information et de la médiatisation, entre le navire et les gouvernements différents, notamment l'Italie, qui est donc le MRCC italien. Et finalement, l'Aquarius ne souhaite pas, hein, lui, aller en Espagne, puisque ça l'éloigne d'autant plus de la zone SAR. L'idée, à chaque fois, c'était de débarquer les personnes et de revenir au plus tôt vers la zone SAR pour sauver d'autres personnes. Or là, ça va l'éloigner pendant longtemps, et ils savent aussi qu'il y a une tempête assez importante qui va avoir lieu à partir entre la Corse et la Sardaigne, et puis vers l'Espagne, et c'est mettre en danger ces 630 personnes qui sont allongées sur le pont sans protection. Il n'y a qu'une zone fermée sur l'Aquarius qui est le shelter, l'abri, et qui sert aux femmes et aux enfants. Donc, en fait, l'Italie va imposer, le MRCC italien va imposer à l'Aquarius d'aller jusqu'en Espagne, donc de faire 1500 km supplémentaires en traversant cette tempête, en devant faire des réapprovisionnements de nourriture puisqu'il n'y en avait plus assez. Et comme c'est trop dangereux, l'Aquarius arrive quand même à leur dire, nous, on ne peut pas emmener les 630 personnes, c'est vraiment trop dangereux. Donc, finalement, ils refont un transbordement en sens inverse vers les navires de guerre italiens et ils partent en convoi à 3 navires vers Valence. Ce qui est très perturbant psychologiquement aussi pour les rescapés qui, eux, n'ont qu'une crainte, c'est de retourner en Libye. Comme je le disais, c'est vraiment un système, enfin, dont on pourrait parler plus en détail, mais j'essaye d'aller vite, un système en circuit fermé presque entre les passeurs, des espèces de camps-prisons dans lesquels les personnes arrivent en Libye, travaillent gratuitement, sont ensuite rançonnées pour tenter de pouvoir en sortir, puis rançonner pour arriver à prendre un bateau et prendre la mer, sachant qu'ils n'y arriveront certainement pas à traverser, c'est quasiment impossible vu le matériel qu'on leur donne, et qu'ils vont être très souvent rattrapés par les gardes-côtes libyens qui, eux, vont les ramener dans ces camps. Donc en fait, c'est vraiment un système extrêmement corrompu où chacun prend de l'argent à chaque étape et où les personnes sont complètement piégées par ce cercle, quoi. Ce cercle vicieux. Donc en fait, moi, quand j'ai observé cette histoire en juin 2018, j'étais assez choquée, en fait, tout simplement en tant que citoyenne par la situation, et je ne comprenais pas, et c'est très intéressant en fait aujourd'hui d'avoir une réflexion par le droit maritime, puisque en fait, je ne comprenais pas comment des États européens pouvaient vouloir empêcher et se justifier d'empêcher des organisations de sauver des vies humaines. Et j'ai toujours beaucoup de mal à le comprendre. Je comprends, disons, politiquement, enfin pour des calculs politiques, pourquoi des politiciens le font, mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut défendre cette éthique. Et en fait, cette histoire est simplement la première fois, la première étape d'une longue série de criminalisation des ONG et des associations sous tous les prétextes possibles. On en a vu quelques-uns dans les exemples, mais qui peuvent aller aussi de reprocher au bateau d'avoir trop de gilets de sauvetage à bord. Donc,
pour un bateau de sauvetage, c'est quand même extrêmement étonnant, de mal trier ses déchets, voilà, aussi là, avec le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni, le bateau maintenant est toujours systématiquement envoyé pour débarquer les personnes le plus loin possible, le plus au nord possible en Italie. Il y a eu des moments où les bateaux, parce que là en fait le bateau, tout ça a duré 10 jours, ça leur paraissait extrêmement long, mais aujourd'hui, depuis, il y a eu beaucoup de bateaux qui ont dû attendre avec les personnes rescapées à bord vraiment des très longues durées alors qu'ils voient un port devant eux à vue de nez, tout le monde le voit, quoi. Donc c'est pour ça que les capitaines, par exemple du Sea-Watch, Carola Rackete, Pia Klemp, ont forcé le passage, alors qu'elles avaient des personnes médicalement en danger à bord, des menaces de mutinerie, des personnes qui sautent à l'eau, voilà. Donc en fait, c'est des situations extrêmement difficiles et le fait que l'Europe, les États, les gouvernements n'arrivent pas à s'entendre pour, par exemple, accepter une répartition des rescapés dans les différents pays européens, euh, crée vraiment des problèmes extrêmement concrets à bord quand les navires doivent attendre. Et plus ils attendent, moins ils vont chercher d'autres personnes pour les sauver, quoi. Donc en fait, c'est cette question-là que j'ai voulu traiter dans le spectacle, une question qui concerne réellement la politique européenne, mais j'ai pas du tout voulu la traiter comme on est en train d'en parler actuellement, mais plutôt vraiment par une histoire, hein, parce qu'il m'a semblé tout de suite, j'ai reconnu dans cette histoire, dans ces 10 jours, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement dramaturgique, avec presque des critères classiques, des critères dramatiques classiques de l'unité de lieu, unité de temps, unité d'action, c'est-à-dire qu'un navire qui contient 630 personnes plus une soixante-dizaine d'autres quand on compte les équipes qui étaient à bord, c'est-à-dire l'équipe de marins qui fait tourner, qui est affrétée avec le bateau, qui fait tourner le bateau. Plus à ce moment-là, en juin 2018, il y avait 2 organisations à bord de l'Aquarius, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui se complétaient pour les missions de sauvetage et les missions de soins et de protection. Euh, Toutes ces personnes, cette communauté qui vient de tous les pays du monde, y compris les sauveteurs, qui se retrouvent ensemble pendant 10 jours, qui créent en fait une sorte de communauté qui affronte tous ces événements et qui lutte ensemble, qui crée des liens qui n'auraient pas dû avoir lieu, puisque quand d'habitude en 2-3 jours ils remontaient en Italie, ces liens ne se créaient pas. Euh, donc en fait, cette communauté qui est créée là m'intéressait beaucoup, qui était en lutte contre des forces beaucoup plus importantes qu'elle, énormes, des États européens. Et puis, dans un temps très serré de 10 jours, avec énormément de rebondissements et d'événements qui se passent. Voilà. Et tout ça au milieu de la mer, qui est un espace complètement ouvert et très particulier. Donc, j'ai reconnu là une histoire par laquelle je pouvais essayer de toucher des spectateurs d'une autre manière que qu'on peut avoir ces informations-là par les médias habituellement, c'est-à-dire souvent par des chiffres, par des schémas, par des mots qui font peur, comme la submersion, le remplacement, le tsunami, des métaphores souvent aquatiques d'ailleurs. Et j'avais envie de le raconter de l'intérieur. Donc je me suis lancée dans une très grande enquête où j'ai rencontré beaucoup. En fait, j'ai essayé de retrouver les personnes qui étaient à bord, autant les sauveteurs que les rescapés. Donc, de fil en aiguille, au début, SOS Méditerranée m'a fait rencontrer une personne, et puis voilà, ils m'ont passé de l'un à l'autre. J'ai reconstitué les équipes qui étaient à bord. J'ai eu des contacts de quelques-uns et j'ai pu faire des entretiens assez longs, hein, des entretiens vraiment où je leur laissais toute la parole pour qu'ils me racontent chacun ces 10 jours en mer. Donc l'équipe de SOS Méditerranée avec les marins sauveteurs de l'équipe de la SAR Team, mais aussi Julie, par exemple, que vous voyez en bas, qui était la chargée de communication, qui s'occupe des journalistes et des communiqués de presse, pour qui c'était la première fois à bord de l'Aquarius et qui était toute jeune et qui s'est retrouvée avec un truc énorme. Elle ne dormait plus pendant ces 10 jours. Enfin, voilà, un truc énorme qui est tombé dessus. Les personnes, les médecins, les infirmiers de Médecins sans frontières, mais aussi les rescapés que j'ai
presque tous étaient rencontrés à Valence en Espagne, puisque le navire est arrivé là-bas, mais ensuite les gens étaient répartis dans l'ensemble du territoire espagnol, et 80 personnes ont été, je dirais, castées par l'OFPRA, puisque Emmanuel Macron a quand même daigné envoyer des officiers de l'OFPRA pour proposer à certains de venir demander l'asile en France. Mais en réalité, d'après les témoignages que j'ai reçus, notamment d'une bénévole qui était en Espagne à ce moment-là et qui était française, donc qui a aidé à la traduction, etc., en fait, l'OFPRA a choisi uniquement des personnes qui avaient tous les critères pour obtenir l'asile immédiatement. Donc en fait, les 80 qui sont allés en France ont, dans les 15 jours, eu leur demande d'asile validée, alors que tous ceux qui étaient en Espagne ont mis 2 ans, 3 ans à voir leur dossier traité, pour beaucoup refuser, et ils ont vraiment, enfin ils continuent de galérer pour certains, mais ils commencent à obtenir des papiers par une autre procédure qui est l'ARAIDO, je crois. Voilà, donc en fait, j'ai fait des entretiens avec toutes ces personnes. Les journalistes aussi, j'ai rencontré Annelise Borges de Euronews qui était à bord. Il y avait plusieurs personnes à bord, plus qu'aujourd'hui, il y avait 4 journalistes à bord. Et donc, à partir de tous ces entretiens, j'ai reconstitué ces 10 jours en mer en essayant de prendre un point de vue comme si on était à bord. Donc, pour les spectateurs, vous avez vous êtes un rôle assigné de manière assez subtile, mais quand même, parfois, vous pouvez être les journalistes, parfois, vous pouvez être les rescapés, parfois, vous pouvez être les marins sauveteurs ou les humanitaires à bord. J'ai décidé de, de mettre en scène tout ça non pas par une représentation réaliste, mais par un traitement qui utilise tous les éléments scéniques du son. Donc, en fait, cette communauté qui était à bord de l'Aquarius, finalement, c'est un petit peu la communauté qu'on forme entre les acteurs, les techniciens et les spectateurs. Et tout ce qu'on va utiliser ne sont que des instruments qui aident la parole et la musique. Donc, en fait, il n'y a pas d'image réaliste, mais une transposition du navire par un cercle de pieds de micro qui peut aussi évoquer parfois l'Europe. Voilà, donc en fait, le son et les paroles vont nous emmener dans ce récit, et c'est dans la tête des spectateurs que les images se forment comme si vous lisiez un roman et que vous complétez ce que vous lisez par une image que vous imaginez. Là, c'est un peu le même principe, mais avec le son, la voix et la musique qui sont extrêmement suggestives. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait un tout petit peu de temps, peut-être. Merci beaucoup, Lucie Nicolas. En tout cas, ça donne bien envie d'aller voir ce spectacle et puis d'avoir un peu compris comment vous avez pensé et réfléchi pour le créer. En effet, on a un tout petit peu de temps du fait que c'est la grève, qu'on a dû basculer nos agendas. On s'est dit qu'on arrêtait à 11h50. Il nous reste 7 minutes. C'est trop court, c'est trop On frustrant. peut faire 55, allez. Allez, 55, ça marche. Qui souhaite prendre la parole, poser une question, voilà, donner une observation, c'est pas forcément des questions, mais une réaction en tout cas. Alors moi, j'ai peut-être une question pour Chiara pour amorcer, mais du coup, est-ce que tu vois des pistes d'amélioration du cadre juridique international qui pourraient rendre un peu plus contraignant les obligations, contraignantes les obligations, en tout cas, qui pourraient augmenter les obligations qui pèsent sur les États, notamment pour remédier aux problèmes que tu soulevais? Est-ce qu'il y a des textes en élaboration? Où est-ce qu'on en est? Non. Le problème majeur souligné par tous les acteurs du sauvetage en mer, c'est le débarquement. C'est là où il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le droit de la mer une obligation claire sur le lieu de débarquement. Les États qui ont ratifié la Convention SAR et ses
la modification, les amendements, pardon, de 2004, eux ont l'obligation de trouver un lieu sûr pour le débarquement, mais c'est tout. Dans un délai raisonnable quand même. Donc, dans le cas de l'Aquarius, l'Italie a clairement violé ses obligations internationales, puisque 10 jours, c'est pas du tout un délai raisonnable dans l'état de santé dans lequel étaient les personnes et vu le nombre de personnes sur le navire. Mais peut-être un point, il existe en fait dans le droit de l'Union européenne un cas de figure dans lequel il existe une obligation de débarquement avec un lieu précis. Donc il y a un seul cas dans lequel l'État a l'obligation d'accepter sur son territoire les personnes qui ont été rescapées en mer, qui ont été secourues en mer. C'est dans le cadre des opérations Frontex. À partir du moment où un État accueille les headquarters d'une opération Frontex, dans ce cas-là, cet État donc va être considéré comme un peu le siège de l'opération. Et s'il n'y a pas un port sûr qui est trouvé rapidement, dans un délai raisonnable, eh bien l'État qui accueille l'opération Frontex, en général c'est l'Italie ou la Grèce, va avoir l'obligation d'accueillir sur son territoire les personnes qui ont été secourues. C'est le seul cas. Donc c'est très très restreint et il n'y a pas du tout de négociation en ce sens. Les États ne veulent pas en entendre parler, donc je suis très pessimiste sur la possibilité que ça change dans ce cadre-là. Moi, j'ai assisté à une conférence à l'EHESS avec Juan Branco. Je ne sais pas si tu es au courant, qui est juriste et qui, avec un certain nombre de ses étudiants, était en train de monter un dossier qui concernait pas uniquement la mer, mais aussi les passages par les Alpes, je crois, pour attaquer l'Europe sur non-assistance, enfin l'Union européenne sur non-assistance à personnes en danger. Oui, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'universitaires qui ont et de personnes de la société civile qui ont des initiatives de ce type. Je trouve que c'est très bien. On peut réussir à avoir une condamnation de la part d'un tribunal, que ce soit un tribunal interne ou un tribunal international d'une situation. C'est arrivé, hein, par exemple, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné l'Italie et Malte pour leur gestion d'une opération de sauvetage en disant que voilà l'opération était mal gérée, que les obligations issues des droits de l'homme pour le coup qu'avaient les États, c'est-à-dire de protéger le droit à la vie, n'avaient pas été respectées. Donc on peut obtenir des condamnations. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est d'obtenir un changement du droit, de la règle, de la règle. Pour cela, il faudrait qu'on ait un nouveau traité de droit de la mer ou au mieux des amendements à la Convention SAR, ce qui paraît être techniquement le plus facile, mais il faudrait encore que les États les ratifient et ça, je suis pas convaincue. Oui, donc Pardon pour le pessimisme. Non, mais bien sûr, c'est une Marie-Laure chose était connectée, peut-être qu'elle est plus optimiste que moi. Pardon? J'ai vu que Marie-Laure était connectée, Ouais. peut-être qu'elle est plus optimiste. Hein, mais il y a bien des condamnations, c'est vrai. Hein, on arrive à faire condamner par les tribunaux d'États européens ou par des cours internationales le comportement de certains États pour tel ou tel cas, ça bien sûr. Oui, ce qui ne veut pas dire du tout que ces États-là vont changer leurs pratiques. Peut-être qu'ils incluent ce risque de se faire condamner a posteriori de leur action. Et en tout cas, oui, mais pardon, c'est un risque qu'ils prennent sans trop de deuxième pensée, je pense. Mais peut-être dans ce sens-là, ce qui était intéressant, j'ai trouvé dans vos interventions, c'est de voir que si on a un changement de gouvernement, souvent on a un changement de politique, et c'est très compliqué pour les personnes qui font du sauvetage en mer de s'adapter aux politiques changeantes des États, particulièrement de l'Italie. Il y a même une période sous Salvini où les ports italiens étaient fermés aux navires des gardes-côtes italiens. Donc on était dans l'absurdité totale. Et ça, voilà, quelques semaines après, c'était fini parce que le gouvernement avait changé. Oui, il faut savoir que les gardes-côtes italiens, eux, sont mécontents en fait de ne pas pouvoir faire leur travail. Oui, tout à fait.
Bon, on connaît l'épisode actuel hein, avec le gouvernement de Giorgia Meloni qui, pour ne pas se mettre en conflit avec les États européens, les autres États européens, a trouvé cette parade de compliquer les opérations de sauvetage et de débarquement essentiellement, en assignant, comme le disait Lucie, des ports de débarquement qui sont les plus loin possibles de la zone de sauvetage. Ce qui veut dire que c'est autant de temps que le bateau prend à parcourir, donc à ne pas être présent sur la zone de sauvetage. Avec de surcroît, systématiquement, une interdiction de pratiquer d'autres sauvetages, même si le bateau est à proximité d'un bateau en détresse. Donc, mais effectivement, il y a une adaptation constante à avoir à un espèce de génie malfaisant des États pour trouver des moyens de mettre des obstacles. Allez les étudiants! Une petite question, une petite réaction de la part des étudiants? Ah, c'est pas facile par Webex, hein, l'échange est moins naturel. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, nous sommes bien d'accord. Bon, en tout cas, vous aurez compris la nécessité pour ceux qui souhaitent soutenir l'action, hein, de rejoindre les équipes de SOS Méditerranée. Je ne sais pas si vous avez Christophe peut-être dans le chat. En tout cas, tout est disponible sur votre site, j'imagine. Oui, j'ai mis l'adresse du site hein, dans le chat. On est sur le site, il y a beaucoup de témoignages. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a des témoignages de rescapés, il y a des témoignages de sauveteurs. Il y a tout un tas d'informations aussi sur les actions qu'on mène, les calendriers des différents événements où on est présent et où vous pouvez nous retrouver. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre, on est une chouette équipe de bénévoles à Lyon, donc on sera ravis de vous accueillir et vous verrez on s'aide entre nous aussi à penser qu'on peut faire un monde meilleur. Et puis moi, je reprécise donc qu'on joue le spectacle au Théâtre du Point du Jour, donc jeudi et vendredi, donc jeudi 30, vendredi 31 à 20h au Théâtre du Point du Jour, et samedi 1er avril à 18h30, donc faut pas confondre les horaires. Et il y a tout un tas de choses qui sont aussi organisées autour, je crois que Colline a mis des petits trucs dans le chat, mais donc le jeudi, il y aura un bord plateau avec l'équipe artistique. Donc de toute façon, moi je serai là tout le temps. Et même quand il n'y a pas de bord plateau, vous pouvez venir nous parler, il n'y a pas de souci. Le vendredi soir, ça sera vraiment intéressant parce qu'il y aura Sophie Beau, donc la cofondatrice d'SOS Méditerranée qui sera présente. Et le samedi, avant le spectacle, il y a une conférence sur décoloniser les imaginaires. Voilà, à 15h. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On va clore cette table ronde. Encore désolée hein, pour l'avoir tenue en distanciel, mais merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de la maintenir. Et puis, merci. Enfin, je laisse un petit peu le chat hein, pour que vous ayez le temps de prendre les informations qui y figurent. J'espère que c'est que partie remise pour qu'on fasse un événement en présence et puis vous réinviter toutes et tous à venir partager autour de cette thématique. Merci et pour les étudiants, on se revoit à 17h normalement à la Manu, c'est encore ouvert. Et bon Merci spectacle beaucoup. Lucie et bon courage. Bah, on se retrouve à tous ceux qui veulent venir, voilà, toutes celles qui veulent venir, bienvenue. Merci pour votre beaucoup. invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir Lise. Merci à Lise.